L'odeur de quelque chose d'inconnu m'a frappé avant même que je ne déverrouille la porte d'entrée. Ce n'était pas seulement du parfum. C'était de l'arrogance, épaisse et nauséabonde. Je me suis arrêté une seconde, le poids des sacs de course dans mes mains oubliés. Quelque chose n'allait pas. La maison était trop silencieuse, étrangement silencieuse, et les faibles échos de rire flottaient dans le couloir comme une gifle. « Éléonore » ai-je appelé, ma voix fendant le silence comme un couteau. Pas de réponse. J'ai posé les sacs sur le comptoir de la cuisine, chaque plastique froissé protestant contre l'immobilité. Mes pas étaient lents, délibérés. Alors que je descendais le couloir, un sentiment de malaise me tordait les entrailles. La porte de la chambre était entr'ouverte, une fente de lumière se déversant dans le couloir. C'est alors que je l'ai entendu, un petit rire étouffé et un léger soupir qui n'était pas le mien. Mon cœur battait la chamade alors que je m'approchais de la porte. Chaque pas me donnait l'impression de marcher vers le bord d'une falaise. Je n'ai pas frappé. Je ne me suis pas annoncé. J'ai ouvert la porte d'un coup de pied, la force du coup provoquant un grand fracas dans toute la maison. Le temps s'est figé. Elle était là. Éléonore, ma femme depuis 6 ans, se dépêchant de descendre d'un homme assez jeune pour avoir été au lycée quand nous nous sommes mariés. Son visage est devenu cendré tandis qu'elle tirait une couverture autour de sa peau nue. L'homme, un idiot souriant au corps de culturiste, se prélassait là comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Ce n'est pas ce que tu crois », balbutia Éléonore, sa voix stridente et désespérée, comme si le simple volume pouvait noyer la vérité. Je me suis figé un instant, mon esprit un kaléidoscope de choc, de colère et d'incrédulité. Ma main s'est instinctivement dirigée vers mon tiroir, celui où je gardais mon vieux pistolet de service. Ils se sont tous les deux tendus en le voyant, les yeux écarquillés de panique. Quand j'ai appuyé sur la détente, il y a eu un déclic. À blanc. Le sourire narquois sur le visage de l'amant s'est élargi, se transformant en un rire qui a fait bouillir mon sang. « On dirait que ton cocu tire à blanc », dit-il, le sarcasme dégoulinant de chaque mot. Éléonore a ri aussi, sa voix se mêlant à la sienne dans une harmonie cruelle. Quelque chose en moi a craqué. Ma vision est devenue rouge alors que je me suis jeté en avant. Mon poing a heurté sa mâchoire avec un bruit écœurant. Il a poussé un cri, mais je ne me suis pas arrêté. Je ne pouvais pas m'arrêter. Les coups pleuvaient jusqu'à ce que son visage soit un gâchis sanglant et déformé, son sourire autrefois arrogant anéanti. Éléonore criait, tirant sur mon bras, me suppliant d'arrêter. Mais ces cris n'ont fait qu'attiser le feu qui faisait rage dans ma poitrine. Ce n'était pas fini. Loin de là. Les cris d'Éléonore résonnaient dans la pièce, mais ils n'étaient rien de plus qu'un bruit de fond pour la tempête qui faisait rage en moi. Le jeune amant gisait affalé sur le sol, gémissant comme un animal blessé, son attitude autrefois arrogante brisée en un gémissement pathétique. Le sang maculait le parquet comme une peinture grotesque. « Tu as perdu la tête » a crié Éléonore, tirant sur mon bras avec des mains tremblantes. Son visage était un mélange de peur et de colère, mais pas une once de culpabilité, pas la moindre trace de remords. Elle s'enveloppa plus étroitement dans la couverture, protégeant sa peau exposée comme si elle était la victime ici. Je me suis tourné vers elle, les poings toujours serrés, mes articulations couvertes de sang. J'ai perdu la tête ? J'ai craché les mots, ma voix un grognement sourd. Éléonore, tu as perdu ton âme au moment où tu l'as fait entrer dans ma maison. Notre maison. Elle a reculé d'un pas, ses yeux se dirigeant vers la porte. Je ne te dois rien, Thomas. Tu es toujours en train de travailler, toujours distrait. Tu pensais qu'il allait se passer quoi ? J'avais des besoins. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot comme si cela justifiait tout. Des besoins. J'ai ri amèrement, m'essuyant la bouche avec le dos de la main. Alors, tu as amené un jouet dans notre lit. Tu n'as même pas pris la peine de le cacher, n'est-ce pas ? Tu pensais que je ne le découvrirais pas ? Son regard s'est durci, la peur dans ses yeux laissant place à un défi d'acier. Peut-être que ça m'était égal que tu le découvres. Cela m'a frappé plus fort que sa trahison. J'ai reculé d'un pas, le poids de ces mots s'enfonçant dans ma poitrine comme une lame. Mon esprit s'emballa, mais avant que je puisse parler, la silhouette molle sur le sol gémit, brisant la tension. Les yeux d'Éléonore se sont tournés vers lui, et pendant un instant, une lueur d'inquiétude a traversé son visage. Je n'en pouvais plus. J'ai quitté la chambre en trombe, me dirigeant vers la cuisine, ma respiration saccadée. J'avais besoin d'air, d'un moment pour réfléchir,
pour digérer. Mais en ouvrant le réfrigérateur pour prendre un verre, je l'ai vu. 2 verres à vin, l'un avec une trace de rouge à lèvres sur le bord. J'ai attrapé les verres et les ai jetés dans l'évier, les brisant en 1000 morceaux. C'est alors que j'ai remarqué le deuxième téléphone sur le comptoir. Ce n'était pas le mien. Ce n'était pas non plus celui d'Éléonore. Il était plus récent, élégant et déverrouillé. Je l'ai ouvert et mon cœur s'est serré en faisant défiler les messages, des photos, des vidéos, des conversations. Son amant n'était pas une aventure d'un soir. Il était déjà venu. Maintes fois. Il plaisantait à mon sujet, se moquait de mon inconscience. Il y avait même des messages sur le dernier type, quelqu'un que je n'avais jamais soupçonné. J'ai serré le téléphone si fort que j'ai cru qu'il allait se fissurer. Une notification est apparue à l'écran. Un autre message. Est-ce qu'il est parti? Hâte de te voir ce soir, suivi d'un emoji envoyant un baiser. J'ai laissé tomber le téléphone, le fixant comme si c'était un serpent. Ma rage s'est ravivée. Elle en avait un autre en attente. Éléonore ne se contentait pas de me tromper. Elle menait tout un spectacle parallèle, et j'étais l'idiot qui payait pour le cirque. Avant que je puisse retourner dans la chambre, Éléonore est apparue dans l'embrasure de la porte, sa couverture maintenant remplacée par une robe de chambre. Son expression a changé quand elle a vu le téléphone dans ma main. « Où as-tu eu ça ?» a-t-elle lancé d'une voix sèche. Je l'ai brandi, ma lèvre se retroussant. « Ton petit gars a oublié son jouet. » Trop occupé à me manquer de respect dans mon propre lit pour prendre son téléphone, hein. Son visage a pâli, mais elle s'est vite reprise, son expression se tordant d'agacement. « Tu es dramatique. Ce n'est pas ce que tu penses. » J'ai éclaté d'un rire amer. « Oh, vraiment? Laisse-moi deviner. Tu lui donnes des cours particuliers, tu le conseilles pour ses problèmes. » Quoi, Éléonore? Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer ça? Elle a croisé les bras, son défi revenant. « Tu veux la vérité? Très bien. Je ne suis pas désolé. Pour rien de tout ça. J'ai été malheureuse, Thomas. Tu es tellement occupé à être le pourvoyeur parfait, l'homme parfait. J'en ai eu marre d'être ta deuxième priorité. » Deuxième priorité? Je me suis approché, ma voix s'élevant. Je me suis cassé le cul pour te donner cette vie, Éléonore. Tout ce que tu as, la maison, la voiture, les vacances à Saint-Tropez, c'est grâce à moi. Et c'est comme ça que tu me remercies. Sa mâchoire s'est crispée, ses yeux brillants de colère. Peut-être que je n'ai pas demandé tout ça. Peut-être que je voulais juste quelqu'un qui me voyait, pas une liste de choses à cocher. La pièce semblait tourner. Je voulais crier, jeter quelque chose, lui faire ressentir la douleur qu'elle m'avait causée. Au lieu de cela, je me suis retourné vers le téléphone, faisant à nouveau défiler les messages. C'est alors que je l'ai vu. Une conversation avec un contact intitulé « Patron ». Les messages n'étaient pas romantiques. Ils étaient transactionnels, des photos explicites d'Éléonore, des virements bancaires, des lieux de rendez-vous. Mon sang s'est glacé alors que je reconstituais le puzzle. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai brandi le téléphone, ma main tremblante. L'assurance d'Éléonore a vacillé un instant, puis elle a souri. Un sourire froid et cruel. Tu penses que c'est ton salaire qui nous a permis de joindre les deux bouts? Tu n'es pas aussi bon en maths que tu le penses, Thomas. Il fallait bien que quelqu'un comble le manque. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était quelque chose de bien plus sombre. Éléonore ne se contentait pas de me tromper. Elle se vendait. Et maintenant, j'avais un choix à faire. Continuer à creuser dans ce gouffre de mensonges ou m'en aller pour toujours. Mais je n'étais pas prêt à décider. Pas encore. Ma vengeance cruelle ne faisait que commencer. Les mots d'Éléonore restaient en suspens dans l'air, lourds et vils. Je la fixais, mon esprit vacillant sous le coup de la révélation. Elle n'a pas bronché, n'a pas détourné le regard. Son sourire narquois persistait comme si elle me mettait au défi de faire quelque chose, n'importe quoi. Tu dois plaisanter, ai-je marmonné en arpentant la cuisine. Tu quoi? Tu travailles au noir comme une sorte d'escorte? Et tu pensais que je ne le découvrirais pas? Ses bras se sont croisés, sa posture aussi provocante que jamais. Ce n'est pas du travail au noir, Thomas. C'est de la survie. Tu penses que ton salaire couvre tout?
L'hypothèque, les factures, la vie parfaite dont tu aimes te vanter. Tu es délirant. J'ai frappé du poing sur le comptoir, le son résonnant dans la pièce. N'ose pas me rejeter la faute dessus. Je t'ai tout donné, Éléonore. Et ça c'est comme ça que tu me remercies? Avec des mensonges avec des étrangers dans notre lit. Ses yeux se sont rétrécis, son visage un masque de dédain froid. Oh, ne joue pas les vertueux, Thomas. Tu n'étais jamais là. Tu es marié à ton travail, pas à moi. J'ai juste comblé le vide que tu as laissé. La rage qui bouillonnait en moi a failli déborder, mais quelque chose m'a arrêté. Une étrange clarté. Je ne pouvais plus la laisser dicter le récit. Elle pensait avoir le dessus, pensait que j'étais juste un homme brisé s'efforçant de comprendre sa trahison. Mais elle m'avait sous-estimé. J'ai repris le téléphone, faisant défiler à nouveau les messages. Nom, date, numéro, tout était là. Un registre de sa double vie. J'ai pris des photos des preuves avec mon propre téléphone, mon cœur battant avec une nouvelle résolution. Éléonore m'observait, son expression vacillant d'inquiétude. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle, la voix tendue. « Je cherche la vérité » dis-je sans lever les yeux. « Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. »« Pas cette fois » a-t-elle ri. Un son amer et creux. « Et qu'est-ce que tu vas faire, Thomas ? Courir à la gendarmerie ? Le dire aux voisins. Oh, s'il te plaît. Qui va croire le mari ennuyeux et ignorant plutôt que moi ? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert la porte de la cave et je suis descendu, ignorant ses protestations. Mon atelier était un désordre d'outils et de projets que je n'avais jamais terminé. Mais il y avait une chose sur laquelle je savais que je pouvais compter, le vieux système de caméras de sécurité que j'avais installé des années auparavant. Ce n'était pas sophistiqué, mais ça fonctionnait. Et à en juger par les horodatages sur le téléphone de l'amant d'Éléonore, il avait probablement capturé beaucoup de choses. J'ai branché le système, mes mains tremblant en rembobinant les images. Des heures d'activité domestique banale ont défilé jusqu'à ce que là. J'ai arrêté la lecture, mon estomac se retournant en regardant Éléonore faire entrer son amant dans la maison. Ils riaient, s'embrassaient, agissant comme si c'était leur sanctuaire privé. Mon sanctuaire. J'ai avancé rapidement, les apercevant dans tous les coins de la maison, mon bureau, le salon, la cuisine. Chaque image était un poignard dans le cœur. Mais je ne me suis pas arrêté. Je ne pouvais pas. J'avais besoin de tout voir. Quand je suis sorti de la cave, Éléonore se tenait près de l'évier, se servant un verre de vin comme si c'était un mardi soir ordinaire. Elle n'a même pas levé les yeux. « Tu as fini de jouer au détective » a-t-elle demandé en prenant une gorgée. « Peut-être que tu devrais te concentrer sur la raison pour laquelle j'ai dû trouver le bonheur ailleurs. » Je l'ai ignoré, mon esprit s'emballant avec un nouveau plan. Les preuves que j'avais rassemblées n'étaient pas seulement pour moi. C'était un levier. Éléonore pensait qu'elle avait toutes les cartes en main, mais j'étais sur le point de renverser la table. Tu sais, ai-je commencé en m'appuyant contre le comptoir. J'ai réfléchi. Peut-être que tu as raison. Peut-être que j'ai été trop concentré sur le travail. Elle cligna des yeux, déconcertée par le changement de ton. De quoi tu parles ? Peut-être que j'ai été aveugle à ce qui est vraiment important, ai-je poursuivi, ma voix calme, mesurée. Mais maintenant, je vois tout clairement. Et je veux dire tout. Son visage s'est assombri. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai souri, sortant mon téléphone et tapotant l'écran. Une vidéo a commencé à jouer, les images des caméras. Le visage suffisant de son amant a rempli le cadre, suivi de la silhouette reconnaissable d'Éléonore. L'audio était assez clair pour capter leur rire, leurs insultes désinvoltes à mon sujet. Le verre d'Éléonore lui a glissé des mains, se brisant sur le sol. Où as-tu ? Comment as-tu ? Comme je l'ai dit, l'interrompis-je, la voix froide. Je vois tout. Et maintenant, n'importe qui d'autre avec qui je décide de partager ça le verra aussi. Son assurance s'est effondrée en un instant. Elle a tendu la main, la voix tremblante. Thomas, attends. Parlons-en. Tu ne veux pas ruiner nos deux vies, n'est-ce pas ? Oh, je pense que tu as déjà fait assez de dégâts, ai-je lancé. Mais ne t'inquiète pas. Je ne vais pas à la gendarmerie. Pas encore, en tout cas. D'abord, nous allons mettre quelque chose au clair. Ses yeux se sont dirigés vers la porte d'entrée,
son instinct de survie se déclenchant, mais je n'allais pas la laisser s'enfuir. Je me suis approché, ma voix basse et mortelle. Voici comment ça va se passer. Tu vas faire tes valises et partir ce soir. Je m'occuperai des papiers du divorce plus tard. Et si j'entends le moindre murmure de toi essayant de jouer la victime, cette vidéo ira à tout le monde. Tes amis, ta famille, même ton précieux patron. Le visage d'Éléonore s'est tordu de fureur, mais elle savait qu'elle était coincée. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle sifflé. Tu n'en as pas le cran. Je me suis penché, mes yeux rivés sur les siens. Mets-moi au défi. Elle est restée là un moment, tremblant de rage et de peur, avant de se retourner et de quitter la pièce en trombe. J'ai entendu ses pas dans les escaliers, le bruit des tiroirs qui claquaient pendant qu'elle faisait ses bagages. Mais je ne me sentais pas soulagé. Pas encore. C'était loin d'être terminé. Éléonore partait peut-être, mais je la connaissais assez bien pour m'attendre à des représailles. Et j'étais prêt à tout ce qu'elle me lancerait ensuite. Éléonore est montée à l'étage en trombe, chaque pas résonnant dans la maison comme un battement de tambour de défi. Je l'ai suivie, m'appuyant sur la rampe, la regardant tandis qu'elle fouillait dans les tiroirs, arrachant les vêtements des cintres et les jetant dans une valise avec une énergie sauvage et chaotique. Elle ne pleurait pas. Elle ne suppliait pas. Au contraire, elle irradiait la fureur. Un prédateur en cage prêt à frapper. Tu crois que c'est fini, a-t-elle lancé, le dos tourné. Tu crois que tu as gagné. Ce n'est pas un jeu, Éléonore, ai-je répondu, ma voix calme mais empreinte d'acier. C'est ma vie que tu as détruite. En fait, c'est toi qui as perdu. Elle s'est tournée pour me faire face, les mains tremblantes. Oh, s'il te plaît. Tu n'es pas une victime innocente, Thomas. Tu m'as ignoré pendant des années. Tu m'as enfermé dans cette maison, m'as enseveli sous tes attentes. Si j'ai tout incendié, peut-être que tu aurais dû voir l'allumette dans ma main. Ces paroles venimeuses auraient dû me blesser, mais ce ne fut pas le cas. Elles n'ont fait que confirmer ce que je savais déjà. Éléonore n'avait aucun remords. Aucune honte. Elle préparait déjà son prochain coup, et je n'allais pas la laisser prendre le dessus. Je serais prudent à ta place, dis-je en entrant dans la pièce. J'ai assez de preuves pour t'enterrer. Tu sors d'ici tranquillement, je te laisserai peut-être un peu de dignité. Pousse-moi et je montrerai au monde entier qui tu es vraiment. Elle a ricané, fermant sa valise d'un coup sec. Tu te crois si malin, si vertueux. Mais tu n'es pas le seul à pouvoir jouer à ce jeu, mon estomac s'est noué à son ton, mais je ne l'ai pas montré. De quoi tu parles? Elle a souri, cette lueur froide et calculatrice revenant dans ses yeux. Tu penses que j'ai été négligente, que je n'ai pas couvert mes arrières? Tu n'es pas le seul à avoir des enregistrements, Thomas. J'ai des mois de vidéos de toi en train de pester, ivre. De parler de choses qui ne feraient pas très bonne impression à tes précieux collègues de bureau à la défense. C'est des conneries. Elle m'a coupé. Oh, vraiment? Et Noël dernier, quand tu m'as engueulé pendant le dîner parce que j'avais oublié d'acheter le vin? Ou cette fois où tu as dit à ton patron d'aller se faire voir devant moi? Tu crois qu'un petit montage créatif ne te fera pas passer pour un faux abusif et instable? Je me suis figé, une vague de malaise m'envahissant. Éléonore était une menteuse, mais elle était aussi rusée, et je ne pouvais pas écarter la possibilité qu'elle ait discrètement collecté ses propres munitions. Elle a dû voir la lueur de doute traverser mon visage, car son sourire s'est élargi. Tu vois, tu n'es pas si intouchable après tout, dit-elle en fermant sa valise. Maintenant, pourquoi ne pas simplement nous en aller avant que ça ne devienne plus laid que ça ne l'est déjà? Je serrai les poings, la fureur bouillonnant sous mon calme apparent. Elle pensait m'avoir coincé, mais je n'allais pas me coucher. Je me fiche de ce que tu as, dis-je en m'approchant. Tu penses que tes petites vidéos peuvent te sauver? Vas-y, publie-les. Mais toi et moi savons qui aura l'air le plus mal en point quand toute la vérité éclatera. Tu penses que les gens ne poseront pas de questions sur tes finances, tes rendez-vous, tes jeunes amants? Ne me sous-estime pas. Éléonore. Je ne suis pas aussi naïf que tu le penses. Son sourire narquois a vacillé un bref instant, mais elle s'est vite reprise, passant devant moi avec sa valise. Profite de ta petite victoire, Thomas. Tu le regretteras. Alors qu'elle descendait les escaliers, je l'ai suivie à distance respectable, surveillant chacun de ses mouvements. Elle a attrapé ses clés sur le comptoir,
m'a lancé un dernier regard furieux et a claqué la porte derrière elle. J'ai expiré, le silence qu'elle laissait derrière elle étant à la fois un soulagement et un fardeau. Pour la première fois depuis des heures, j'étais seul. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, j'ai tout passé en revue. Ces textos, les images de sécurité, même les relevés bancaires que je n'avais pas pensé à vérifier auparavant. Plus je découvrais de choses, plus je réalisais à quel point sa trahison était profonde. Elle n'avait pas seulement été infidèle. Elle avait siphonné de l'argent de nos comptes, l'utilisant pour financer sa double vie, des hôtels de luxe, des dîners somptueux à Paris, des vêtements de marque, tout cela pour des hommes qui n'étaient pas moi. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était un détournement de notre mariage, de notre confiance et de chaque once de foi que j'avais placé en elle. Le matin, j'avais un plan. Éléonore pensait m'avoir fait peur, mais elle avait sous-estimé à quel point je pouvais être méthodique. J'ai appelé mon avocat, ma banque et même un détective privé. Si elle voulait une guerre, je lui en donnerais une. Vers midi, alors que j'examinais les preuves avec mon avocat, on a frappé à la porte. J'ai ouvert prudemment, m'attendant à moitié à ce qu'Éléonore revienne avec une nouvelle ruse. Au lieu de cela, j'ai trouvé une jeune femme debout là, l'air nerveux. « Je peux vous aider ?» demandai-je, confus. « Je suis désolé de vous déranger », dit-elle en regardant autour d'elle comme si elle ne voulait pas être vue. « Je cherche Éléonore. »« Elle n'est pas là », répondis-je froidement. « Pourquoi ?» La femme hésita, puis baissa la voix. « Je pense qu'elle m'a peut-être arnaqué. » Mon cœur a raté un battement. « Arnaqué ? Comment ? » Elle m'a promis du travail. Elle a dit qu'elle pourrait m'aider à gagner un peu d'argent supplémentaire, mais tout ce qu'elle a fait, c'est prendre mon acompte de 500 € et disparaître. Un frisson me parcourut l'échine. Un acompte pourquoi ? La femme baissa les yeux, honteuse. Elle a dit qu'elle me mettrait en contact avec des clients. J'ai cru que c'était légitime au début, mais, elle s'interrompit, les larmes lui montant aux yeux. Éléonore ne se contentait pas de tromper. Elle ne se contentait pas de se vendre. Elle menait une sorte de stratagème tordu, s'attaquant à des personnes désespérées. Mon estomac se noua à cette prise de conscience, mais ma résolution se durcit. « Merci d'être venu », dis-je en lui donnant la carte de mon avocat. « Nous allons mettre un terme à tout ça. » La femme hocha la tête, le soulagement et la gratitude brillant dans ses yeux. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai fermé la porte, les pièces du puzzle se mettant en place. Éléonore avait construit un château de cartes, et maintenant tout s'effondrait. Mais je n'allais pas simplement le laisser s'effondrer. J'allais m'assurer qu'elle soit ensevelie sous les décombres. Il ne s'agissait plus de vengeance. Alors que la porte se refermait derrière la jeune femme, un mélange amer de colère et de détermination parcourut mes veines. La trahison d'Éléonore n'était plus seulement personnelle. C'était une entreprise grotesque. Elle ne se contentait pas de détruire nos vies. Elle en détruisait d'autres, laissant une traînée de destruction dans son sillage. Je devais agir rapidement. Je me suis assis devant mon ordinateur portable et j'ai tout compilé, les images, les messages textes, les dossiers financiers et maintenant le témoignage de la victime d'Éléonore. Chaque pièce dressait un tableau accablant de sa toile de mensonges. Mais quelque chose me chicotait. Cela ne pouvait pas être une opération en solo. Éléonore était peut-être rusée, mais ce genre de tromperie nécessitait de la planification, des relations et des ressources. Elle devait avoir de l'aide. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Un nouvel email. Le nom de l'expéditeur m'était inconnu, Adèle Chevalier, mais l'objet du message a provoqué un choc dans ma poitrine, vous ne savez pas la moitié de l'histoire. Mon doigt a plané sur l'écran un instant avant que je ne l'ouvre. 2. Adèle Chevalier objet, vous ne savez pas la moitié de l'histoire. Bonjour Thomas, vous ne me connaissez pas, je connais Éléonore. Nous travaillons ensemble, si on peut appeler ce qu'elle fait du travail. J'ai été dans son cercle proche et j'ai vu jusqu'où elle était prête à aller. Je pensais que vous devriez savoir à qui vous avez vraiment affaire. Éléonore ne mène pas ses arnaques seule. Elle fait partie de quelque chose de plus grand, un groupe. Il l'appelle le réseau. Il recrute des gens, des femmes pour la plupart, pour exploiter des hommes comme vous, siphonner de l'argent, vendre des accès, et quand ils en ont fini, ils passent à autre chose. Je suis parti quand j'ai réalisé à quel point c'était tordu. Mais Éléonore, elle est l'une de leurs étoiles. Je joins quelques éléments que vous pourriez trouver utiles.
Faites-en ce que vous voulez, mais soyez prudents. Ces gens ne jouent pas franc jeu. En pièces jointes se trouvaient plusieurs documents, des feuilles de calcul, des photos, des emails, des preuves qu'Éléonore ne se contentait pas de travailler au noir comme escorte ou de piller nos comptes. Elle était un acteur clé dans un syndicat organisé. Mon sang se glaça en faisant défiler les photos. Éléonore a des dîners coûteux avec des hommes que je ne reconnaissais pas, riant, buvant, échangeant des enveloppes. Il y avait des contrats, des virements bancaires, et même quelques photos candides d'Éléonore rencontrant un homme en costume noir élégant, un homme qu'Adèle avait étiqueté comme « le manipulateur ». J'ai fermé l'ordinateur portable, mon pouls martelant. Éléonore n'était pas seulement imprudente, elle était dangereuse. Et maintenant, elle avait mis une cible sur mon dos, sciemment ou non. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir à la suite. Mon téléphone a sonné, le numéro était masqué. Normalement, je l'aurais laissé aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose m'a dit de répondre. « Allô » dis-je, la voix sur la défensive. « Thomas, c'est Grégoire. » Grégoire était un vieil ami de mes années militaires. Nous avions servi ensemble, et il travaillait maintenant dans la sécurité privée pour des clients de haut niveau. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, mais entendre sa voix a provoqué une vague de familiarité et d'appréhension. « Grégoire, que se passe-t-il ? » « J'ai reçu un appel de quelqu'un qui posait des questions sur toi, dit-il d'un ton sec. Un homme n'a pas voulu donner son nom. Il a dit qu'il était une connaissance commune de ta femme. Il voulait savoir si tu étais plein de ressources. » Les poils de ma nuque se sont dressés. Plein de ressources ? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Il n'était pas vraiment subtil, a poursuivi Grégoire. Il a demandé si tu avais des amis qui pouvaient gérer des situations délicates. On aurait dit qu'il cherchait à savoir si tu riposterais. Je lui ai dit d'aller se faire voir, mais j'ai pensé que tu devais savoir. Ma mâchoire s'est crispée. Qui que soit ce type, il n'appelait pas juste pour discuter. Il sondait, testait pour voir si je deviendrais un problème. Merci, Grégoire. Je t'en dois une. Fais attention, Thomas. Ça ne sent pas bon. Appelle-moi si tu as besoin d'un coup de main. J'ai raccroché, mon esprit s'emballant. Éléonore avait des liens avec quelque chose de bien plus dangereux que ce que j'avais prévu. Ce n'était plus une vendetta personnelle. C'était une question de survie. Vers minuit, alors que je passais au crible d'autres preuves d'Adèle, j'ai entendu le son indubitable d'une voiture se garant dans l'allée. Les phares ont traversé les stores, et quelques instants plus tard, la porte d'entrée a grincé. Thomas, la voix d'Éléonore a appelé, prudente, incertaine. Je suis sorti du bureau, le cœur battant. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, un sac de sport sur l'épaule, son maquillage coulé, ses cheveux en désordre. Elle ne ressemblait en rien à la femme provocante qui était partie en trombe quelques heures plus tôt. « Tu es revenu pour d'autres mensonges ?» ai-je demandé en croisant les bras. Elle a hésité, puis est entrée, fermant la porte derrière elle. « Je suis venu pour parler. » J'ai aboyé un rire. « Maintenant tu veux parler, après tout ça ?» Son regard a parcouru la pièce, ses mains tremblant. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je te le jure, Thomas. C'est devenu incontrôlable. Incontrôlable ? J'ai fait un pas de plus. Éléonore, tu fais partie d'un syndicat du crime. Tu m'as volé, tu as arnaqué des étrangers, et maintenant je suis censé croire que tu es juste désolé ? Les larmes lui sont montées aux yeux, mais je n'y croyais pas. Je l'avais déjà vu simuler le remords. Je n'avais pas le choix, a-t-elle murmuré. Ils m'y ont forcé. Ne me sors pas ces conneries, ai-je lancé en désignant le sac de sport. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Éléonore ? Plus d'argent ? Des preuves ? Ou tu prévoyais de disparaître pour de bon ? Son visage s'est décomposé et elle a laissé tomber le sac sur le sol. Thomas, tu ne comprends pas. Si je ne fais pas ce qu'ils disent, ils s'en prendront à moi. À toi. Ils ne laissent pas de traces. Je me suis figé, ces mots me frappant comme un coup de poing dans le ventre. Pour la première fois, j'ai vu une peur réelle dans ses yeux. Il ne s'agissait pas seulement de sa survie. Il s'agissait aussi de la mienne. Ils savent tout sur toi, a-t-elle poursuivi, la voix tremblante. Ton travail, tes amis, ton passé. Ils te ruineront si tu te défends. Un silence froid s'est installé entre nous alors que le poids de ces mots s'enfonçait.
Pour la première fois, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de justice ou de vengeance. Il s'agissait de rester en vie et de les abattre avant qu'ils ne puissent nous détruire tous les deux. Mais en regardant Éléonore, je savais une chose avec certitude, je ne pouvais pas lui faire confiance. La silhouette tremblante d'Éléonore se tenait dans la pénombre du salon, ses mots suspendus comme un nœud coulant. Ils s'en prendront à toi. L'ironie de son inquiétude soudaine ne m'a pas échappé. Ce n'était pas le remords d'une femme prise en flagrant délit de trahison. C'était le désespoir d'une femme réalisant qu'elle était dépassée. Je l'ai étudié, essayant de passer au crible les couches de mensonges pour y déceler un soupçon de vérité. Ses yeux lançaient des regards nerveux, ses mains se serraient en poing. Avait-elle peur d'eux ou de moi? Qu'y a-t-il dans le sac, Éléonore, demandai-je, la voix basse et froide. Elle hésita, puis se pencha et l'ouvrit. Le contenu du sac de sport se déversa, de l'argent liquide, un téléphone prépayé, un passeport et un pistolet. Mon cœur s'emballa en fixant l'arme, le reflet du canon brillant sous la lumière. Tu prévoyais de t'enfuir, dis-je, mon ton plus accusateur qu'observateur. Sa tête se redressa, un éclair de défi traversant son visage. J'essayais de me protéger. Je sais que tu penses que je suis une sorte de monstre, but tu ne connais pas ces gens. Ils ne te laissent pas partir comme ça. J'ai pris le téléphone prépayé, faisant défiler son contenu. La plupart des messages étaient cryptiques, des heures, des lieux, des instructions vagues. Mais une conversation a attiré mon attention, une série d'échanges avec un contact nommé « manipulateur ». Le message le plus récent m'a glacé jusqu'aux os. Il sait. Occupe-t'en. J'ai brandi le téléphone. Tu veux bien expliquer ça? Le visage d'Éléonore est devenu livide. Je n'ai pas demandé ça, balbutia-t-elle. Ils doivent penser que je vais que tu vas, quoi? M'éliminer pour sauver ta propre peau? J'ai jeté le téléphone sur le canapé, la colère bouillonnant en moi à peine contenue. Éléonore, je jure devant Dieu que si tu te joues de moi en ce moment, ce n'est pas le cas, s'écria-t-elle en s'approchant. Thomas, s'il te plaît. Tu dois me croire. Ils ne veulent pas seulement que je disparaisse. Ils veulent que tu disparaisses aussi. Tu es un risque maintenant. La seule façon de s'en sortir, c'est de travailler ensemble. Ces mots ont provoqué un rire amer de ma part. Travailler ensemble? Après tout ce que tu as fait, tu penses que je te ferai confiance? Tu n'as pas le choix, a-t-elle rétorqué. Tu penses que tu peux les affronter seul? Ils nous observent depuis des mois, peut-être plus longtemps. Ils connaissent tes habitudes, tes faiblesses. Si tu les combats, ils te détruiront. Je la fixais, mon esprit s'emballant. Elle avait probablement raison à leur sujet, du moins. Mais lui faire confiance, c'était comme mettre un pistolet chargé sur ma propre tempe. Pourtant, autant je la détestais, autant je détestais encore plus l'idée d'être une cible passive. J'ai attrapé le sac de sport et j'ai vidé l'argent sur la table. Voici comment ça va se passer, dis-je, la voix ferme. Tu vas tout me dire. Les noms, les lieux, comment ce réseau fonctionne. Tu vas tout déballer et je déciderai quoi en faire. Et si je ne le fais pas, demanda-t-elle, son ton sec mais empreint de peur. Je me suis approché, la dominant de ma taille. Si tu ne le fais pas, je ferai savoir à ton manipulateur que tu les as déjà trahis. On verra combien de temps tu tiendras. Son défi s'est effondré et elle s'est affalée sur le canapé, les épaules tombantes. Très bien, marmonna-t-elle. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas une petite opération. Ces gens ont du pouvoir, de l'argent, des relations. Si on rate notre coup, on est mort. Alors ne le rate pas, ai-je répondu en m'asseyant en face d'elle. Commence à parler. Pendant l'heure qui a suivi, Éléonore a révélé des secrets qui m'ont donné la chair de poule. Le réseau n'était pas seulement un groupe d'escortes et d'escrocs. C'était une opération à plusieurs niveaux impliquant du chantage, du blanchiment d'argent et même du trafic d'êtres humains. Éléonore n'était pas au sommet, mais elle n'était pas non plus en bas de l'échelle. Elle en savait assez pour se rendre dangereuse, et assez pour se faire une cible. Quand elle a fini, j'avais l'ébauche d'un plan. Ce n'était pas infaillible, et cela dépendait fortement du fait qu'Éléonore ne me poignarde pas dans le dos, mais c'était la meilleure option que nous avions. J'ai appelé Grégoire, mon vieil ami de l'armée, et je lui ai fait un bref résumé. Il n'a pas posé de questions, il m'a juste dit d'envoyer les détails et d'attendre. Nous allons utiliser leur propre stratégie,
ai-je dit à Éléonore. Les attirer à une réunion. Leur faire croire que tu es toujours loyal. Ensuite, nous obtiendrons ce dont nous avons besoin pour les faire tomber. Ses yeux se sont écarquillés. Tu es fou. Ils nous tueront. Pas si nous sommes plus malins qu'eux, dis-je en sortant le pistolet de son sac. Et s'ils essaient, nous serons prêts. Au cours des 2 jours suivants, nous avons tendu le piège. En utilisant le téléphone prépayé d'Éléonore, nous avons envoyé un message au manipulateur, affirmant qu'elle maîtrisait la situation et qu'elle voulait le rencontrer pour discuter des prochaines étapes. La réponse a été rapide, 1 heure, un lieu et un avertissement de venir seul. Grégoire est arrivé le matin de la réunion, armé et prêt. Tu es sûr de ça, demanda-t-il, son regard passant de moi à Éléonore. Non, ai-je admis. Mais c'est la seule chance que nous ayons. Le lieu de rendez-vous était un entrepôt abandonné en périphérie de Lyon, le genre d'endroit qu'on verrait dans un mauvais film policier. Éléonore et moi sommes arrivés les premiers, Grégoire caché dans l'ombre avec un fusil de précision pointé sur l'entrée. Mon cœur battait la chamade pendant que nous attendions, la tension était à couper au couteau. Un SUV noir s'est arrêté quelques minutes plus tard. 2 hommes en sont sortis, l'un en costume sur mesure, l'autre bâti comme un seconde ligne de rugby. L'homme en costume, sans aucun doute le manipulateur, s'est approché avec un calme glacial. « Éléonore, dit-il d'une voix douce. Je vois que tu as amené ton mari. » Audacieux. Éléonore déglutit difficilement, sa main frôlant la mienne pour se rassurer. Je pensais qu'il était temps que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Le manipulateur sourit, mais ses yeux étaient froids. Ah oui? En un éclair, il a sorti une arme, la pointant directement sur ma poitrine. Mes instincts ont pris le dessus, et je me suis jeté en avant, déviant son bras au moment où le coup partait, la balle ricochant sur le mur. Le chaos a éclaté. Grégoire a tiré, abattant le seconde ligne tandis qu'Éléonore se mettait à couvert. Je me suis battu avec le manipulateur au sol, l'adrénaline montant alors que nous nous battions. Sa force m'a surpris, mais des années d'entraînement militaire m'ont donné l'avantage. Avec un dernier effort, je l'ai désarmé et l'ai immobilisé, le canon de sa propre arme pressé contre sa tempe. C'est fini, ai-je grondé. Tu es fichu. Il a ri, du sang coulant de sa lèvre. Tu penses que ça se termine avec moi? Tu n'as aucune idée de ce que tu as commencé. Peut-être pas, dis-je en sortant mon téléphone et en prenant une photo de son visage tuméfié. Mais je vais m'assurer que le monde entier sache qui tu es. Nous avons quitté l'entrepôt cette nuit-là, meurtris mais vivants. Le manipulateur était en garde à vue grâce aux relations de Grégoire, et les preuves fournies par Éléonore étaient suffisantes pour perturber les opérations du réseau, pour l'instant. Éléonore a disparu après ça, me laissant une seule note, je suis désolé pour tout. Je ne savais pas si elle fuyait ou si elle recommençait à zéro, et je m'en fichais. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais libre. En me tenant dans ma maison silencieuse, j'ai réalisé quelque chose. La trahison n'a pas à vous briser. Parfois, elle vous forge en quelque chose de plus fort, quelque chose d'incassable. Le silence de la maison après le départ d'Éléonore n'était pas la paix. C'était le calme avant la tempête. Je pensais que sa note signifiait qu'elle en avait fini. Mais Éléonore n'a jamais été du genre à partir sans laisser le chaos dans son sillage. 2 jours plus tard, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Le texte était court, mais il m'a glacé le sang. Tu pensais que c'était fini? Détrompe-toi. En pièce jointe se trouvait une vidéo, un clip granuleux de moi dans l'entrepôt, immobilisant le manipulateur au sol. En arrière-plan, le fusil de Grégoire a claqué, abattant le seconde ligne. Les images n'avaient pas de contexte, mais l'imagerie violente suffisait à me faire passer pour un justicier, ou pire. Le message était clair. Quelqu'un dans le réseau était toujours là, et il voulait me faire porter le chapeau pour leur désordre. Le coup frappé à ma porte le lendemain matin n'était pas amical. 2 gendarmes se tenaient sur mon porche, leurs expressions neutres, mais leur présence intimidante. Monsieur Thomas Dubois, a demandé le gendarme principal. Oui, ai-je répondu prudemment. Nous devons vous poser quelques questions sur un incident dans un entrepôt abandonné il y a 2 nuits. J'ai dégluti difficilement, mon esprit s'emballant. Quel incident? Le regard du gendarme s'est aiguisé. Nous avons reçu un renseignement anonyme concernant une altercation violente vous impliquant, vous et plusieurs individus. Voulez-vous nous expliquer?
C'était ça. Le réseau jouait sa carte, essayant de déformer le récit avant que je puisse les exposer. Je savais que je ne pouvais pas mentir. Les flics sentent toujours la peur. Mais je n'allais pas non plus m'incriminer. Je répondrai à vos questions, dis-je prudemment. Mais je pense que je ferais mieux d'appeler mon avocat d'abord. Les gendarmes ont échangé un regard, mais n'ont pas insisté. Après avoir passé l'appel, j'ai été escorté à la brigade. Assis dans la salle d'interrogatoire en attendant l'arrivée de mon avocat, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que ce n'était pas seulement une question de vengeance. Le réseau envoyait un message. Personne ne s'en sort indemne. Des heures plus tard, je suis sorti de la brigade avec mon avocat, épuisé, mais non inculpé. Les gendarmes n'avaient pas assez d'éléments pour me retenir. Pas encore. En entrant dans le parking, une silhouette familière était appuyée contre ma voiture. Adèle Chevalier. Je vous avais dit qu'il ne jouait pas franc jeu, dit-elle, les bras croisés. Vous n'avez pas écouté. Je l'ai fusillé du regard. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous aide, a-t-elle répondu. Ou du moins, j'essaie. Cette vidéo n'était pas seulement une tactique d'intimidation. Ils vous montent un coup pour vous faire porter le chapeau pour tout. Comment le savez-vous, ai-je demandé, mon scepticisme évident. Parce qu'ils ont essayé la même chose avec moi avant que je ne parte, dit-elle, sa voix ferme mais teintée d'amertume. Vous n'êtes pas le premier bouc émissaire qu'ils ont choisi, mais vous pourriez être le dernier si nous agissons vite. Je l'ai étudié un instant. Elle semblait sincère, mais la confiance était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Pourquoi devrais-je vous croire? Parce que s'ils vous font tomber, ils s'en prendront à moi ensuite, dit-elle simplement. J'en sais trop, et vous aussi. De retour chez moi, Adèle a exposé son plan. Le réseau prospérait sur le contrôle de ses membres, de ses victimes et de son récit. Pour les faire tomber, nous devions perturber ce contrôle, les exposer publiquement et ne laisser aucune place à la manipulation. Ils essaieront de nous faire taire avant que nous ne puissions faire quoi que ce soit, ai-je souligné. Comment prendre les devants? On passe à l'offensive nucléaire, dit Adèle en sortant une clé USB. Ceci contient tout. Nom, compte, transaction. Il ne s'agit pas seulement d'Éléonore et du manipulateur. Cela implique des gens auxquels vous ne vous attendriez jamais. Des politiciens, des PDG, même des membres des forces de l'ordre. Mon estomac s'est noué. Où avez-vous eu ça? J'avais une sauvegarde, dit-elle en souriant légèrement. Une assurance au cas où il viendrait un jour me chercher. Vous aviez ça depuis le début, ai-je demandé, la colère montant. Pourquoi ne pas l'utiliser avant? Parce que dès que cela deviendra public, ils sauront que ça vient de moi. Je n'étais pas prête à mourir, dit-elle sans détour. Mais maintenant, nous n'avons plus le choix. Son plan était simple mais risqué. Nous enverrions les données à tous les principaux médias, inonderions les réseaux sociaux et transformerions le secret du réseau en sa chute. Mais il y avait un hic. Nous devions le faire de l'intérieur. Les données étaient cryptées, et seul le manipulateur avait la clé. Son arrestation ne l'empêcherait pas de garder les secrets verrouillés. Cela signifie que nous devons retourner à la source, dis-je d'un air sombre. Nous devons l'affronter à nouveau. Grégoire a accepté d'aider une dernière fois. En utilisant les contacts d'Adèle, nous avons appris que le manipulateur était détenu dans un centre de détention privé, un arrangement louche probablement financé par ses alliés du réseau. Entrer par effraction n'était pas une option, mais Grégoire avait un plan pour le forcer à sortir. La nuit de l'opération, nous avons simulé un accident près du centre, une explosion contrôlée qui a attiré la sécurité et créé assez de chaos pour que nous puissions intercepter le véhicule de transfert du manipulateur. C'était risqué, imprudent, et il y avait une centaine de façons pour que ça échoue, mais ça a fonctionné. La voiture du manipulateur a crissé des pneus en s'arrêtant alors que Grégoire et moi bloquions la route. Avant que ces gardes ne puissent réagir, Grégoire les avait désarmés, et j'ai sorti le manipulateur de l'arrière, le poussant contre la voiture. Tu penses que ça change quelque chose, ricana-t-il, du sang coulant de son nez. Vous êtes déjà des hommes morts. Peut-être, dis-je en brandissant la clé USB d'Adèle. Mais si tu ne déverrouilles pas ça, tu seras le premier à tomber. Tes amis ne te protégeront pas quand ça deviendra public. Son sourire narquois a vacillé. Tu n'en as pas le cran. Mets-moi au défi. Il m'a fixé un long moment, pesant ses options. Finalement, avec une malédiction,
il a cédé. Il a débité la clé, et je l'ai entrée dans mon ordinateur portable. Les fichiers se sont décryptés instantanément, révélant un trésor de preuves. En quelques heures, les données étaient en ligne. Les médias s'en sont emparés. Les réseaux sociaux ont explosé, et l'empire soigneusement construit du réseau a commencé à s'effondrer. Des arrestations ont été effectuées, des comptes ont été gelés, et les noms de personnalités puissantes ont été traînés dans la boue. Le nom d'Éléonore était parmi eux, bien qu'elle ait disparu sans laisser de traces. Une partie de moi se demandait si elle referait surface un jour, mais je n'attendais pas ce moment. J'en avais fini de regarder en arrière. Alors que je me tenais sur mon porche en regardant le lever du soleil après une nuit blanche, Adèle m'a rejoint, un léger sourire aux lèvres. « Vous l'avez fait. »« Nous l'avons fait », ai-je corrigé. Le réseau était brisé, mais les cicatrices qu'il laissait derrière lui étaient profondes. La trahison m'avait presque brisé, mais à la fin, elle a forgé quelque chose de plus fort. Une résolution à se battre, à survivre et à se reconstruire. Les jours qui ont suivi l'effondrement du réseau semblaient surréalistes. La frénésie médiatique était implacable, avec de nouvelles révélations émergeant chaque heure. Les noms des puissants et des intouchables faisaient la une des journaux, leurs crimes exposés au grand jour. Adèle a disparu dans la foule, sa mission accomplie, ne laissant derrière elle qu'un seul texto, « Restez vigilants. Il y a toujours quelqu'un qui observe. » Malgré les victoires, je ne pouvais pas me défaire du malaise persistant. L'absence d'Éléonore était une ombre sur ma liberté retrouvée. La note qu'elle avait laissée ressemblait toujours à une affaire inachevée, un fil lâche dans une tapisserie de vengeance et de justice autrement bien tissée. 3 semaines plus tard, une enveloppe est arrivée par la poste. Pas d'adresse de retour, pas de timbre, juste mon nom griffonné de l'écriture reconnaissable d'Éléonore. Mon cœur s'est serré en l'ouvrant, m'attendant à une menace voilée ou à un adieu amer. Au lieu de cela, elle contenait une seule feuille de papier et une clé USB. La note disait « Thomas, c'est mon dernier cadeau. Utilise-le à bon escient. N'essaie pas de me trouver. » Contre mon meilleur jugement, j'ai branché la clé dans mon ordinateur portable. Les fichiers se sont ouverts automatiquement, révélant des clips vidéo, des documents et un dernier nom. Quelqu'un de si haut placé que même le réseau du manipulateur l'avait à peine effleuré. Un sénateur, dont l'image publique était un mélange de valeurs familiales et d'ambitions impitoyables. Mais les preuves dressaient un tableau plus sombre, corruption, trafic et orchestration de toutes les opérations du réseau. Éléonore ne s'était pas contentée de fuir. Elle avait emporté avec elle la police d'assurance ultime. Mes mains tremblaient en faisant défiler les fichiers. Ce n'était pas seulement une preuve. C'était une bombe à retardement. Et maintenant, elle m'avait tendu le détonateur. La question de savoir quoi faire m'a taraudé pendant des jours. La révélation du sénateur se propagerait dans le système, faisant tomber non seulement les restes du réseau, mais aussi d'innombrables autres personnes complices de ces manigances. Cela signifierait la justice, oui, mais aussi le chaos et peut-être plus d'effusion de sang. Et l'avertissement d'Éléonore semblait sinistrement vrai. Quiconque avait envoyé cette enveloppe observait, attendant de voir ce que je ferais ensuite. Grégoire était la seule personne à qui je faisais confiance pour cette information. Quand je lui ai montré les fichiers, il est resté silencieux pendant un long moment avant de parler. « Ça pourrait faire s'effondrer tout le château de cartes, dit-il. Mais tu sais ce qui se passe quand on tape dans une fourmilière. » « Je n'ai plus peur d'eux, ai-je répondu. « Il ne s'agit pas de peur, dit Grégoire, la voix grave. Il s'agit de savoir jusqu'où tu es prêt à aller. » Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. J'ai divulgué les fichiers anonymement, en veillant à ce qu'ils atterrissent entre les mains de journalistes et d'enquêteurs indépendants qui ne pouvaient être ni achetés ni intimidés. En quelques jours, l'histoire a explosé, déclenchant une tempête d'indignation publique. Le bureau du sénateur a publié des démentis paniqués, mais les preuves étaient accablantes. Les arrestations ont suivi rapidement, avec plus de noms révélés chaque jour. Je savais qu'il y aurait des conséquences. Les hommes comme ce sénateur ne tombent pas tranquillement, et leurs alliés ne s'arrêteraient pas avant d'avoir découvert la source de la fuite. J'ai pris des précautions, déménagé dans un petit village du Vercors, coupé le contact avec presque tout le monde et changé constamment mes habitudes. Grégoire m'a aidé à disparaître, son expertise militaire étant inestimable pour brouiller les pistes. Mais je n'ai pas fui par peur. J'ai fui parce que je voulais plus que la survie. Je voulais la paix. Les mois se sont transformés en une année.
Le monde a continué, mais les échos de la chute du réseau persistaient. Parfois, je voyais un titre sur une autre arrestation ou un autre lanceur d'alerte se manifestant, et je ressentais un calme sentiment de satisfaction. Les fichiers d'Éléonore avaient fait plus de dégâts que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Quant à elle, elle est restée un fantôme. Parfois, je me demandais si elle avait réussi à se tailler une nouvelle vie quelque part ou si son passé l'avait finalement rattrapée. Mais je ne portais plus le poids de cette curiosité. L'histoire d'Éléonore s'était terminée pour moi le jour où j'ai ouvert cette enveloppe. Ma propre histoire était plus simple maintenant. Le chalet où j'avais déménagé était petit mais confortable, niché dans les bois où je pouvais respirer librement pour la première fois depuis des années. Les cicatrices de la trahison ne s'étaient pas complètement estompées, mais elles ne me définissaient plus. J'avais reconstruit pièce par pièce, non pas pour redevenir l'homme que j'étais, mais pour devenir quelqu'un de nouveau, plus fort, plus sage et intact. La trahison vous apprend des choses que vous n'auriez jamais voulu savoir. Elle dépouille les illusions que vous construisez autour de l'amour, de la confiance et de la sécurité, vous laissant à nu et exposé. Mais elle vous donne aussi le choix de rester une victime ou de vous relever des décombres. J'ai choisi la seconde option. Le réseau était parti, ses acteurs dispersés ou emprisonnés. Le monde connaissait leurs noms, leurs crimes et leurs mensonges. Et Éléonore, elle m'a donné l'arme pour les abattre, même si cela signifiait tout perdre dans le processus. Pour cela, je ne la détestais pas, mais je ne lui pardonnais pas non plus. En fin de compte, j'ai appris ceci, peu importe la profondeur de la trahison, peu importe l'acuité de la douleur, vous pouvez toujours vous reconstruire. Et parfois, la justice est la meilleure forme de conclusion. Alors que le soleil se couchait derrière les arbres devant mon chalet, je me suis assis sur le porche, l'air frais caressant mon visage. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas osé ressentir depuis le jour où j'ai ouvert cette porte d'un coup de pied. La paix.